Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission Option Région. Aujourd'hui, on reçoit Jean-Martin Haussan, ancien député et nouvellement directeur général du chantier d'économie sociale au Québec. On a toutes sortes d'autres nouvelles. On va parler de démocratie participative. On va parler de grandes municipalités qui actionnent les pétrolières. On va parler aussi du coût des automobiles, puis on va parler des nonos aussi. On commence avec le jackpot. Bon, on n'a pas fini d'entendre parler du pot. Dans les dernières semaines, on a appris toutes sortes d'affaires, entre autres qu'il y avait des ministres qui avaient des actions là-dedans. On a entendu aussi qu'il y avait 35 entreprises qui avaient reçu des investissements qui provenaient de paradis fiscaux. Également aussi, on a vu qu'il y avait beaucoup de spéculation. Ça a monté énormément, puis là, c'est retombé. Ça fait qu'il y a beaucoup de monde qui pense qu'il y a un jackpot avec la marijuana. Et ça intéresse toutes sortes de monde. Et moi, je pense qu'il faut qu'on intéresse aussi l'ensemble de la population. C'est bien, ça, d'avoir légalisé. C'est mieux d'enlever ça des mains de la mafia que de garder ça aux mains de la mafia. Mais il faudrait s'arranger pour que ça profite à tout le monde, un peu comme je l'avais dit dernièrement. Quand on regarde ça, là, la manière que ça va fonctionner, c'est que là, il y a des gens qui obtiennent des permis. Ils vont obtenir des permis gratuitement. Mais une fois que tu as le permis, bien, c'est un peu comme les quotas de lait. Ça va valoir quelque chose. Ça veut dire que c'est de la belle business dans le sens que tu as un prix qui va être garanti parce qu'il faut que tu fasses tes frais. Tu as un permis qui vaut quelque chose, puis à ce moment-là, c'est que là, il te reste à vendre ça à des clients qui existent déjà. Le marché est déjà développé. C'est quand même assez rare qu'on voit ce genre de phénomène-là qui apparaît peut-être à tous les 25-30 ans dans une société, là, d'avoir un produit qui fonctionne, qui est en demande, qui va être contrôlé, puis qu'il y a des permis qui te garantissent une bonne rentabilité par la suite. Bien, je pense qu'il faut avoir il faut que l'ensemble de la population puisse en bénéficier. Et ce que je souhaite, c'est que le gouvernement puisse avoir une nouvelle politique en deux volets. Une politique qui fasse en sorte que l'ensemble des régions vont pouvoir en profiter. Puis également aussi différents types d'entreprises. Il ne faut pas que ce soit juste l'entreprise privée qui profite de ça. Il faut qu'il y ait aussi des coops, des OSBL. Dans le fond, les entreprises d'économie sociale devraient pouvoir en bénéficier. C'est ce que je souhaite qu'on fasse. Et à ce moment-là, on va pouvoir démontrer que ce produit-là qu'on veut, on pourrait dire, contrôler, bien, non seulement on veut le contrôler, non seulement on veut les enlever des mains de la mafia, mais on veut faire en sorte que ça puisse bénéficier à l'ensemble de la société canadienne et québécoise. On parle maintenant de démocratie participative. Les citoyens et citoyennes de l'arrondissement de Lachine ont maintenant accès à ce qu'on appelle les sommaires décisionnels qui sont préparés par le personnel pour leurs élus. La manière que ça fonctionne, c'est quand il arrive une décision à prendre, le personnel prépare des arguments pour, contre, etc., puis ils font des analyses pour savoir si ça va être payant ou si on a le moyen, et à ce moment-là, on prend la décision là-dessus. Avant ça, les citoyens ne savaient pas comment les décisions étaient prises. Bien, à la Chine, présentement, les gens vont savoir c'est quoi l'argumentation qui a conduit à telle décision. Ça va aider à comprendre comment ça fonctionne puis pourquoi est-ce que cette décision-là a été prise. C'est une très bonne initiative. En plus de ça aussi, à la Chine, ils ont changé l'heure des soirées du conseil pour mettre ça plus tôt pour favoriser le plus de monde possible. Avant ça, c'était plus tard, c'est plus difficile. Et en plus de ça, il y a même une garderie maintenant à l'hôtel de ville durant les assemblées du conseil, ce qui fait que les parents peuvent amener les enfants au besoin. Bien, je trouve que c'est des belles initiatives. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait d'autres municipalités qui fassent des actions dans ce genre-là, qui vont vers la transparence puis la participation des citoyens. Et ce que je leur dis aux gens de la Chine, bien, bravo, puis on espère que votre exemple va être suivi par d'autres. On parle maintenant des grandes municipalités qui vont poursuivre des pétrolières. Bon, je t'ai déjà dit dans une des émissions là, que ce n'est pas parce que les États ne remplissent pas leur engagement, par exemple, comme au niveau des changements climatiques, comme les États-Unis ils étaient censés participer, avec Donald Trump, ils ne participent plus. Mais ce n'est pas parce que les États ne veulent plus le faire qu'il n'y aura pas des avancements qui vont se faire. Il y a des grandes villes qui sont préoccupées par les changements climatiques, entre autres des villes comme New York, San Francisco, qui ont eu des problèmes avec des tempêtes de fou qui n'existaient pas nécessairement avant, l'eau qui a monté à des hauteurs qu'il n'y avait pas avant. Puis là, les autres, ce qu'ils disent, bien, ces nouvelles tempêtes-là sont produites en partie, possiblement, par les gaz à effet de serre qui produisent des phénomènes de plus en plus je dirais, inhabituel, de grande ampleur. Et à ce moment-là, c'est que les municipalités disent aux pétrolières, vous allez payer parce que vous êtes responsable de tout ça.
Là, les pétrolières, bien, c'est sûr qu'eux autres, ils disent non, 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 c'est pas nous autres. Il n'y a aucune preuve ni légale, ni formelle, ni autrement, là, ni factuelle, on pourrait dire. Eux autres, ils disent complètement. Mais ça me fait penser un peu du temps des compagnies de cigarettes qui disaient que les cigarettes ne donnaient pas le cancer, puis qui disaient qu'ils n'étaient pas au courant de rien. Puis finalement, on a fini par apprendre que ça faisait plusieurs années qu'il y avait des études qui leur confirmaient que ça pouvait amener le cancer. Puis également qu'il y avait des produits dans la cigarette qui développaient l'accoutumance. Fait que ces gens-là ont nié pendant longtemps et finalement est obligé de finir par avouer. J'ai l'impression qu'on va voir un peu la même chose avec les compagnies pétrolières. On ne peut pas tolérer ça. Puis ce que les municipalités comme New York ont fait, non seulement ils vont actionner de 5 milliards les compagnies pétrolières, ils ont décidé de retirer les actions qu'ils avaient dans ces entreprises-là, parce que les fonds de pension des travailleurs, il faut qu'ils mettent l'argent à quelque part pour être capable de faire fructifier l'argent. Avant ça, il y avait des actions dans toutes sortes d'affaires, dont les pétrolières. Et là, ce qu'ils leur ont dit, c'est que nous autres, on ne croit plus en vous autres. Vous êtes des menteurs. Non seulement on vous actionne, on retire les actions qu'on a dans vos entreprises pour vous montrer qu'on est sérieux. Vous avez l'impression qu'il va se passer quelque chose. Récemment, il y a une étude qui a été publiée par la Fondation David Suzuki, qui est un grand environnementaliste, qui conclut que l'ensemble des coûts reliés à l'utilisation des automobiles au Québec se chiffrerait autour de 51 milliards de dollars par année. C'est beaucoup d'argent, ça. Au Québec, 51 milliards. Ça comprend, là, entre autres, les coûts reliés à l'achat des automobiles, à l'entretien, les coûts de stationnement, les coûts des accidents, les coûts de construction de routes, de pollution. Puis finalement, ils disent que quand on additionne tous ces coûts-là, puis qu'on divise par le nombre d'automobiles puis le nombre de citoyens, ça revient à environ 20 000 par année en coûts directs ou indirects. Les coûts de l'achat, mais les coûts aussi d'une partie des impôts qui sont payés qui vont pour les autoroutes et compagnie. Fait que c'est quand même beaucoup d'argent. Dans le budget familial d'une famille moyenne, on dit que c'est le deuxième élément le plus important après le logement. Le logement, bien là, comme on dit, c'est normal, ça coûte cher, le loyer, la maison, etc. L'automobile coûte plus cher que l'alimentation. L'alimentation, c'est quand même assez fondamental. Et ce qui est fou là-dedans, c'est que le deuxième plus gros poste dans notre budget, l'automobile, on se sert de ça quelques heures par semaine. Puis des fois, il y en a que c'est quelques heures par mois. C'est trop cher, ça n'a pas de bon sens. Il y a des gens qui disent « Ah, on n'arrive plus, il faudrait qu'ils baisseraient les impôts. » Oui, peut-être dans certains cas, mais je vous dirais qu'on est mieux de s'attaquer à des questions comme ça que l'automobile, parce que, dans le fond, ça coûte une fortune, puis ça ne sert quasiment pas. Collectivement, là, ça nous coûte plus qu'un bras. Est-ce qu'il y a des solutions par rapport à ça? Bien sûr qu'il y a des solutions. Parmi les solutions qu'il faut envisager, c'est qu'entre autres, il faut rapprocher les gens de leur emploi. C'est que là, quand bien même on grossirait les autoroutes, ça va coûter plus cher. Puis on sait qu'il a été démontré dans certains endroits qu'après avoir fait là, 12, 13, 14 voies d'autoroute, il y a encore des blocages parce qu'il y a de plus en plus de monde qui utilise les routes parce qu'elles sont plus grandes, etc. Les solutions, c'est beaucoup plus de revenir un peu à ce qu'on était avant. Anciennement, quand il y avait des villes, les entreprises étaient proches des maisons. Surtout qu'aujourd'hui, ça ne fait plus de pollution. La plupart des usines ou des emplois, là, entre autres les emplois de fonctionnaires ou les emplois dans des centres de recherche, ça ne fait pas beaucoup de pollution, ça. Il y a deux nouvelles affaires qu'il faut qu'ils soient implantées. Des commerces de proximité, plutôt que d'avoir des commerces qui sont toujours très loin, concentrés dans un paquet. Là. Fait qu'il faut avoir des commerces de proximité, puis il faut aussi que le travail soit à proximité. Si ces deux affaires-là sont là, bien, peut-être que les gens n'ont plus besoin d'auto, ou une seule, ce serait suffisant. On va diminuer les coûts. Puis à ce moment-là, on va être plus en santé parce que non seulement il va y avoir moins de pollution parce qu'il y a moins d'automobiles, on va marcher pour aller travailler, marcher pour faire nos commissions, bien, ça va être meilleur pour notre santé. On parle maintenant des nonos. Bon, on a tout récemment, il y a un sondage léger qui vient de sortir qui disait que 19 % de la population québécoise a peur qu'une attaque terroriste survienne dans sa région. De ce nombre, on dit que c'est les jeunes, soit les 18 à 34 ans, qui ont le plus peur d'une attaque terroriste, avec un résultat de 22 % Pour ce qui est des personnes âgées, le taux baisse à 13 Ça veut dire que plus qu'on est vieux, moins qu'on a peur des attaques terroristes. Pourquoi? Bien là, il n'y avait pas d'explication, mais je vais me risquer à trouver une tentative de réponse par rapport à ça. Peut-être que le fait qu'il y ait beaucoup plus de jeunes qui vivent en ville, là où il y a le plus de possibilités d'avoir des attaques terroristes, bien, ça fait peut-être en sorte que les jeunes ont plus peur, alors que les vieux qui restent dans les régions, dans les petites municipalités où il y a peu de chances qu'il y ait des attaques terroristes, bien, eux autres se sentent plus en sécurité. C'est bien possible que ce soit ça. Puis si c'était le cas, si les attaques terroristes, ça n'arrêtait pas, si ça continuait,
peut-être qu'un jour, il y a des gens qui vont revenir en région, revenir dans les petites communautés pour se sentir plus en sécurité. De toute façon, vous savez que une des choses essentielles dans notre vie, là, la sécurité, quand les gens, là, que ce soit un homme ou une femme, surtout une femme, se promènent dans un petit village, là, c'est assez rare qu'elle a peur d'être agressée. Quand tu es dans une grande municipalité, cette peur-là existe. Ça fait partie des avantages de demeurer dans une petite municipalité que d'avoir un sentiment réel de sécurité. Si on revient à la question du terrorisme, bien, moi, ça m'inquiète qu'il y ait 1 personne sur 5 en moyenne qui a peur du terrorisme, parce qu'entre autres, la peur, c'est un sentiment qui ne se contrôle pas. Ça fait que là, on peut faire n'importe quoi. Ça peut permettre d'avoir des actions individuelles pas terribles, comme des actions collectives là, qui peuvent arriver aussi. Ça peut permettre aussi, quand on a peur, d'élire des gens comme Trump, là, parce que c'est un peu dans cette situation-là que c'est arrivé. En plus, avec la peur, c'est qu'au lieu de rapprocher les gens, ça divise les gens, ça éloigne les gens. Ça fait que ça, c'est pas très bon pour une société. Puis, au Québec, il y a des gens qui ont peur qu'il y ait un attentat des islamistes extrémistes. Et pendant ce temps-là, il y a des musulmans qui ont peur d'avoir un attentat de Québécois de souche ou de n'importe quoi qui va attenter, comme on a eu à la mosquée. Ça veut dire que dans le fond, là, il y a des gens qui ont des peurs différentes, mais que ça reste quand même la peur. Il faut qu'on trouve le moyen de se rapprocher ensemble puis d'éviter ça. Je pense que ça fait partie du rôle de nos dirigeants de pouvoir éliminer cette peur-là, de rapprocher les gens. Puis on le sait, ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce n'est pas tous les chefs d'État qui diminuent les peurs. Au contraire, il y en a qui s'en servent pour toutes sortes de choses. Puis le meilleur exemple qu'on a eu dernièrement, c'est Donald Trump, qui attise la haine. C'est inquiétant. Il ne faut pas qu'on laisse passer ça. On ne peut pas laisser passer ça parce que ça conduit à d'autres inquiétudes encore plus grandes. Qu'en est-il au Canada? Bien, c'est moins pire, c'est sûr, mais on sent que les tensions montent. Puis aussi, notre premier ministre, M. Trudeau, a manqué une belle occasion lors de la cérémonie de commémoration de la tuerie à la mosquée. Il a manqué une belle occasion de réunir les gens, d'essayer de diminuer les tensions. Malheureusement, ce n'est pas ça qu'il a fait. Non pas qu'il y avait le droit de critiquer les gens de la meute, il y avait le droit, mais c'est que, parce que dans le fond, c'est que là, oui, il y a des gens certainement qui sont racistes là-dedans. Est-ce que c'est le cas de tout le monde? Je ne suis pas certain de ça. Oui, ça peut être intéressant de dénoncer certains nonos, mais si on est pour dénoncer les nonos, commençons par ceux-là qui sont en haut. Il faudrait que le premier ministre il dénonce d'abord le nono en chef de la planète, Donald Trump, parce que c'est lui le plus dangereux. C'est à lui qu'il faut s'attaquer, parce que sinon, si on ne s'attaque pas à lui, comment voulez-vous que les petits changent? Parce que les petits, présentement, les petits nonos suivent le nono en chef. Ce qu'il faut faire, c'est d'isoler ce monde-là. Autant les extrémistes de gauche, de droite, il faut les isoler et leur démontrer, dans le fond, qu'on est contre l'extrémisme, quel qu'il soit. Puis il faut leur dire que ce qu'on veut, c'est une société qui est tolérante, une société où chacun et chacune pourra, s'il le veut, exercer ou non sa religion, une société tolérante qui ne tolère pas l'intolérable mise de l'avant par certains extrémistes de tout acabit. C'est l'intolérance qu'il faut combattre, l'intolérable qu'il faut combattre. Il faut qu'on demeure tolérant, mais éviter d'avoir des intolérants. Maintenant, on reçoit à Option Région Jean-Martin Haussan. On l'a au téléphone. Jean-Martin, c'est un homme qui a plusieurs cordes à son arc. Il est économiste, musicien. Il a été député de la circonscription de Nicolet-Yamaska à l'Assemblée nationale pour le Parti québécois. Il a fondé un nouveau parti politique qui s'appelle Option nationale. Il a été également vice-président de Morgan Stanley Capital International. Et depuis 2015, il est directeur général du chantier de l'économie sociale. Il vient de publier un court essai qui s'intitule « La fin des exils » avec le sous-titre « Résister à l'imposture des peurs ». Et j'ai lu son dernier livre, j'ai bien aimé, je vous le conseille à tout le monde. Là. C'est bon, puis c'est pas cher à part ça, 12,95 $. Fait qu'on commence avec ça. Bonjour Jean-Martin, ça va bien? Bonjour Denis, ça va très bien, merci. Bon, compte tenu qu'on a été députés ensemble, je pense qu'on peut se tutoyer pour l'entrevue. Je pense qu'on se connaît bien. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le chantier d'économie sociale? C'est quoi ses objectifs, son financement? Qu'est-ce que c'est que le chantier de l'économie sociale? Oui, il y en a peut-être qui se souviennent du sommet sur l'économie et l'emploi en 1996, quand M. Bouchard était premier ministre. Il y avait eu un grand sommet pour parler d'économie, d'emploi, de développement. Et de ce grand sommet-là était ressortie l'entité qui est devenue le chantier de l'économie sociale. Puis en fait, la société est organisée autour de 3 piliers généraux que sont les gouvernements, les entreprises privées
Et tout ce qui est contrôlé ni par le gouvernement, ni par l'entreprise privée, c'est un troisième pilier qui s'appelle le pilier collectif. Il y a des synonymes, mais nous, on l'appelle le pilier collectif. Et le chantier de l'économie sociale est un des représentants de ce pilier-là. Donc, c'est tout ce qui s'occupe de l'économie sociale, du communautaire, qui n'est pas de l'économie sociale parce qu'il n'y a pas de volet marchand. Mais tout ce qui est une entreprise sous forme collective, comme une coopérative ou un OBNL ou une mutuelle, ça rentre dans le pilier collectif. Et le chantier de l'économie sociale est un des représentants, au sens de la loi au Québec, est un des représentants de ce pilier-là. Donc, le chantier a une vingtaine d'années suite à ce sommet-là. Puis, un directeur général de chantier d'économie sociale, ça fait quoi, là? C'est quoi ton rôle, plus précisément? Premièrement, ça bénéficie d'une équipe formidable. Il y a des gens ici qui font des partenariats. Il y en a qui sont dans le développement, il y en a qui sont dans la recherche et les communications. Donc, l'équipe ici est absolument formidable. Donc, il faut dire que le directeur il est gâté. Mais en gros, c'est du développement économique, social et culturel. Tous les projets qui sont porteurs sous forme collective, comme je le disais, donc coop ou OBNL surtout, vont tomber un peu dans nos champs d'intérêt. Il y a aussi un grand job politique au chantier. Parce que c'est une job qui est éminemment politique, ce qu'on fait ici. C'est pas de la politique partisane au sens électif à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes, mais c'est de la politique. On parle régulièrement, en fait, chaque semaine avec des gens des gouvernements, des fonctionnaires de certains ministères pour faire avancer des dossiers. Puis on intervient aussi dans des projets de loi qui touchent de près ou de loin à nos domaines. On fait les consultations prébudgétaires, etc. Donc, c'est quand même un job assez politique. Puis sur le plan de la société civile, on rencontre évidemment beaucoup d'organisateurs, de promoteurs, de développeurs un peu partout au Québec. On vient d'ailleurs de terminer une tournée entière du Québec. On a fait les 16 régions administratives du Québec. Donc, ça ressemble quand même pas mal à un job qui pourrait être celle d'un politicien, sauf que c'est vraiment sur le plan de la société civile, là, non élue. OK. Tu disais qu'il y a beaucoup d'entreprises différentes, mais ça représente quoi au niveau économique au Québec? C'est quoi l'ampleur de l'économie sociale? Puis est-ce que le Québec est un cas particulier? Oui, en fait, c'est immense au Québec. Les gens ne soupçonnent pas du tout. On est des leaders mondiaux dans le domaine et les Québécois ne le savent pas. C'est dommage. C'est souvent le cas des fois. On est des champions dans quelque chose, puis on ne le sait pas parce que les médias aiment mieux les mauvaises nouvelles. Mais l'économie sociale au Québec, juste pour donner un ordre de grandeur, l'entrepreneuriat collectif que j'aime mieux utiliser comme terme parce que je trouve que c'est moins péjoratif que l'économie sociale dans la tête des gens. Donc, l'entrepreneuriat collectif, c'est 40 milliards de chiffre d'affaires. Ça, juste pour comparer, c'est 3 fois l'aéronautique au Québec. Puis en fait, si tu additionnais l'aéronautique, la construction, puis le secteur des mines, ça donne à peu près 40 milliards. Puis l'entrepreneuriat collectif, c'est 40 milliards de notre PIB, donc c'est immense. C'est plus de 200 000 emplois. Puis en termes d'entreprises, au dernier décompte, il y a à peu près 7 000 entreprises, grandes ou petites, qui sont collectives, donc coop ou OBNL. Donc c'est vraiment un géant dans le portrait économique du Québec. Et ça fait vraiment du Québec un leader mondial dans le domaine. Il y a chaque mois, il y a des délégations internationales qui viennent au Québec voir comment on a organisé ça ici. Ah. Bon, c'est intéressant parce que, comme tu disais, je pense que les gens méconnaissent l'ampleur que ça peut avoir. Est-ce que le chantier de l'économie sociale, ou en tout cas l'entrepreneuriat collectif, parce que je ne sais pas si vous allez changer de nom ou en tout cas si vous réfléchissez à ça, mais est-ce que vous avez des objectifs à moyen et à long terme? Oui, on vient d'ailleurs juste de finir nos orientations stratégiques jusqu'à l'horizon 2020. Donc, il y a évidemment des grands pans de ce qu'on veut mettre de l'avant. Il y a un des pans qui en est un de promotion, qu'il ne faut jamais lâcher, il ne faut jamais perdre de vue la promotion de la chose, parce que, comme on le disait tantôt, on est déjà des champions mondiaux dans le domaine, puis on dirait que personne ne le sait. Puis chaque jour, les Québécois, en fait, transigent avec une entreprise d'économie sociale, donc un OBNL ou une coop, sans le savoir, parce que ce n'est pas toujours écrit sur la façade du commerce. Mais il y en a 7 000 répartis partout au Québec dans tous les secteurs d'activité, parce que l'économie sociale, ce n'est pas un secteur d'activité, c'est un mode de développement qui s'applique à tous les secteurs. Donc, continuer la promotion de ça parce qu'on trouve que l'économie sociale, c'est une réponse à 2 des principaux enjeux contemporains. Il y a d'une part les inégalités de richesse qui sont devenues absolument inacceptables et il y a aussi les enjeux environnementaux. Puis l'économie sociale, dans ses valeurs, dans ses modes de fonctionnement, dans son développement, est en pleine harmonie avec le développement durable. Donc, cette promotion-là, il faut la poursuivre sans ménager les efforts. Et aussi le fait qu'on veut, un autre axe de notre plan stratégique, c'est de contribuer à solidifier et même élargir, accroître l'écosystème entrepreneurial pour le collectif. Il y a eu des changements récents au Québec sur le plan des CLD, des CRE et de plusieurs organismes qui étaient très impliqués en entrepreneuriat collectif. Et on est encore à revoir un petit peu qui fait quoi maintenant, puis comment réorganiser tout ça, puis comment combler les vides, en fait, pour faire en sorte que quelqu'un qui a une bonne idée, puis qui veut développer ça sous le mode collectif en coop ou en OBNL, qui ait exactement toutes les ressources qu'il lui faut. Donc, on va se concentrer un peu là-dessus. Puis sinon, il y a aussi, évidemment, le fait de
bien identifier tout ce qui est porteur et transformateur pour l'avenir. Parce que si on veut renforcer ce qui existe déjà en économie sociale, c'est évidemment un de nos objectifs, on veut aussi s'assurer de ne pas manquer ce qui est émergent, puisque les jeunes vont avoir comme projet, quand les jeunes sortent de l'école ou quand ils ont une idée de projet, on voudrait bien qu'ils le fassent sous forme collective pour mieux répartir la richesse qui va être créée. Donc, il faut s'assurer de ne pas manquer ce qui est émergent. Donc, on va faire une espèce de veille là-dessus pour bien identifier ça. Puis, il y a aussi, dans nos axes stratégiques, le fait peut-être de faire en sorte de réaffirmer le rôle du chantier comme le carrefour de ce mouvement-là. Parce qu'il y a plein de choses qui sortent un peu partout, l'économie collaborative, l'économie de partage, l'entrepreneuriat social, qui est pas la même chose que l'économie sociale. Donc, il y a plein de représentants de ça et de projets qui sortent de peu partout. Puis, on veut peut-être mettre au clair qu'est-ce qui est quoi, puis faire en sorte que le chantier joue pleinement son rôle de carrefour de l'entrepreneuriat collectif face à tout ce qui pousse un peu partout. Puis, à la limite, évidemment, collaborer avec tout ce qui pousse un peu partout, mais faire en sorte que tout soit clair pour tout le monde, là, parce que les mots sont importants, les définitions sont importantes. Mais justement, par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde se présente sous une belle image. Là, on parle d'économie de partage, c'est assez questionnable. Puis au Québec, justement, entre autres, il y a des entrepreneurs qui ont démarré des organisations sous la forme d'organismes sans but lucratif, comme des festivals, par exemple, comme le Festival Juste pour rire. Le Festival Juste pour rire reçoit des subventions. Une bonne partie de son financement provient des subventions. Puis après ça, cet organisme-là donne des contrats à l'entreprise privée de celui qui a décollé ça. Et à ce moment-là, c'est que c'est l'entrepreneur qui fait les profits, puis l'entreprise sans but lucratif reste avec rien. Qu'est-ce que tu penses de ça, là, de cette utilisation-là d'entreprises privées qui utilisent l'organisme sans but lucratif pour faire de l'argent? Bien, ça, c'est clairement pas dans l'esprit de l'entrepreneuriat collectif. Dans la grande majorité des cas, j'ai mentionné qu'il y en a à peu près 7 000 au dernier décompte, puis c'est sans doute plus élevé que ça, même les entreprises. Le gouvernement est en train de refaire le portrait d'ailleurs, puis je suis à peu près convaincu que ça va être pas mal plus que 7 000. Donc, dans la grande majorité des cas, les gens respectent ces valeurs-là de richesse mieux partagée, de gouvernance démocratique, etc. Dans quelques exceptions comme celles que tu mentionnes, il y a des véhicules qui sont utilisés pour recevoir des subventions, qui sont ensuite réorientés vers les entreprises privées qui, elles, sont à but lucratif privé et personnel. Donc ça, c'est pas dans l'esprit de l'entrepreneuriat collectif, puis c'est pas un modèle à encourager, je pense, non plus. Et d'ailleurs, si la gouvernance était vraiment plus démocratique, plus partagée, leadership partagé, il y a des scandales récents, en fait, qui n'auraient pas vraiment été des scandales, outre les victimes, évidemment, qui en pâtissent, mais sur le plan de la réorganisation économique des entreprises qui sont touchées par ça. Si ça avait été des entreprises vraiment collectives, ce serait beaucoup plus simple de remplacer une personne dans l'entreprise plutôt que d'avoir un privé qui est à la tête de quelque chose, puis quand lui est touché par un scandale, tout le reste ensuite a peur de s'écrouler à côté. Donc, c'est pas un modèle qu'on encourage du tout, puis c'est contre l'esprit de l'entrepreneuriat collectif, en fait, de faire des structures comme ça. Comme on dit, quand ça sent méchant pas juste à une place, bien souvent, c'est l'ensemble de l'organisation qui en subit les conséquences. Mais est-ce qu'on pourrait inventer, ou en tout cas mettre de l'avant, une nouvelle formule dans laquelle il pourrait avoir peut-être un partenariat privé et public, mais que les profits seraient séparés 50-50? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait s'envisager? Bien, un peu partout dans le monde, il y a des projets d'entreprises comme ça qui sont un petit peu entre l'entreprise privée à but lucratif pour enrichir les actionnaires et l'entreprise purement collective comme une coop ou un OBNL. Et il y a des modèles, par exemple, d'entreprises qui doivent limiter leur lucrativité. Ça ne veut pas dire limiter les profits, ça veut dire que les profits doivent être au moins minimalement répartis collectivement. Et donc, il y a plein de modèles comme ça qui vont naître, j'en suis sûr, parce que ce serait pas normal que dans 50 ans, il y ait encore juste des entreprises purement privées puis des entreprises purement collectives. Je pense que les hybrides vont apparaître de plus en plus. Mais oui, en fait, on est limité juste par notre imagination puis par la volonté politique de faire des nouvelles classes d'entreprises sur le plan juridique. Donc, c'est une évidence, à mon sens, qu'il va y en avoir des entreprises comme ça bientôt. C'est intéressant, ça. Dans ma jeunesse, il faut dire que moi, j'ai un certain âge, là, un des volumes qui m'avait beaucoup influencé, le titre, c'était « Small is Beautiful ». C'était publié en 1973. C'était quand même assez annonciateur de changements importants. Je me rappelle, entre autres, là, que là-dedans, ça parlait de projets à l'échelle humaine, de traiter la nature comme un capital plutôt qu'un revenu. Puis M. Schumacher, qui était un économiste lui aussi, il suggérait, entre autres, l'intégration des soucis des travailleurs dans les décisions,
les impacts environnementaux devaient faire partie aussi de l'évaluation des entreprises. Il parlait aussi d'une économie durable, sur l'utilisation soutenable des ressources naturelles. Il mettait de l'avant le décentralisme, la décentralisation, puis il disait aussi qu'il fallait faire de l'autosuffisance communautaire. Il parlait même que les grandes entreprises devraient être propriétés à 50 du public, là, de l'État, on pourrait dire. Et en lisant ton bouquin, je me disais... il y a longtemps qu'on parle d'environnement, puis de partage de richesses, de société plus humaine, et j'avais l'impression que tu disais, ça fait assez longtemps qu'on en parle, là, il faut qu'on agisse, puis c'est possible. Est-ce que je me trompe avec cette lecture-là? Non, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça, en fait. Puis tout dépend tout le temps, en fait, en bout de ligne, d'une volonté politique. Là. On parle beaucoup de salaire minimum en ce moment, puis moi, je suis tout à fait en accord avec l'augmentation à 15 $. Mais pourquoi on ne commencerait pas un jour aussi à parler d'un salaire maximum? Pourquoi des gens dans une entreprise, quand souvent ils ne sont même pas l'inventeur du produit ou qui ne sont pas non plus des génies à d'autres égards, font 200-300 fois le salaire de l'employé moyen de l'entreprise, juste parce qu'ils ont été chanceux de se retrouver dans le club des dirigeants. Donc, je pense qu'un jour, ça va venir dans le contrat social qu'on va légiférer aussi sur le salaire maximal dans une société, le salaire maximal acceptable, comme on a légiféré sur plein d'autres choses. Par exemple, dans les libertés individuelles, là, on ne peut plus fumer où on veut, on ne peut pas faire du 300 km/h sur l'autoroute. Ben, je trouve que la liberté d'être 1000 fois plus riche que son voisin, sans être 1000 fois plus productif, évidemment, je trouve que cette liberté-là tire à sa fin. Moi, je souhaite, en fait, qu'elle tire à sa fin parce que les inégalités de richesse dans le monde mènent vraiment à des choses absolument détestables. Mais le livre de Schumacher avait fait grand bruit. Je pense que c'est dans les années 70, si je me souviens bien. Il y a un autre livre aussi qui prévoyait pas mal les mêmes choses. C'est Karl Polanyi qui écrit ça dans les années 40, La Grande Transformation, qui est un livre aussi qui était vraiment extrêmement lucide, mais qui est tombé dans l'oubli à cause de la guerre mondiale un peu. Mais les économistes, en fait, il y en a des lucides qui parlent de ça depuis fort longtemps, qui commence à être temps qu'on s'y mette. Puis moi, je pense que la nouvelle génération, l'espoir que j'ai, c'est que la nouvelle génération est consciente de ces dégâts-là. Eux, ils sortent devant un portrait qui est déjà un peu magané sur le plan des inégalités puis de l'environnement qui prend le bord. Donc, je pense que cette nouvelle génération-là va faire les changements qu'on souhaite. J'en ai forte confiance. C'est ainsi que se termine notre émission. Ne manquez pas notre prochaine émission dans laquelle on aura la deuxième partie de l'entrevue avec Jean-Martin Haussan et toutes sortes d'autres nouvelles passionnantes.